Bienvenue, amis téléspectateurs, dans votre magazine Enquête, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission une personnalité qui va nous parler de ce qui nous préoccupe dans la cité, à gauche, à droite, ici à Kolwezi, que ce soit dans la province du Lualaba, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Du travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Beaucoup se posent mille et une questions sur ce concept, le travail. Et aujourd'hui, nous sommes allés à qui de droit pour nous parler du travail, de la prévoyance sociale, ce quoi nous le saurons dans cette émission tout à l'heure. Encore une fois, messieurs et dames, comme je le disais, vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde, de partout où vous nous suivez. Soyez-en rassurés et recevez nos salutations. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télévision, ainsi que sur les réseaux sociaux par rapport à cette problématique qui est le travail en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui et qui va être reçu dans cette émission? Nous avons dirigé jeté notre dévolu sur Monsieur Francis Issalan, qui est le directeur provincial du travail dans la province du Lualaba, avec qui nous allons échanger sur le concept travail, prévoyance sociale, c'est quoi et quels sont les mécanismes à être réalisés pour la faisabilité dans le travail en République démocratique du Congo, mais aussi ici chez nous à Kolwezi. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête Magazine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes très flattés d'être reçus chez vous pour parler du travail. Aujourd'hui, d'emblée, comment vous vous sentez d'abord? Très bien? Je me sens bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup en tout cas. D'emblée, nous allons commencer cette émission parce qu'il y a plusieurs interrogations à gauche, à droite. Les gens se posent la question, le travail c'est quoi? Pour obtenir le travail, la prévoyance sociale, tous ces concepts-là, la plupart des gens, la plupart des communs des mortels, ici, que ce soit ici à Kolwezi, ne connaissent pas. Peut-être vous allez nous éclairer. Dans un premier temps, quelle est à ce jour la situation globale du travail dans la province du Lualaba? Merci, monsieur le journaliste. C'est une question globalisante en elle-même. Et je crois que sur le plan provincial, le travail dans la province du Lualaba évolue très bien. Ce n'est pas un secret pour personne. C'est une province pilote qui regorge beaucoup d'employés dans différentes entreprises, tant formelles qu'informelles. Et à ce jour, nous pouvons vous rassurer que par l'impulsion du président de la République, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshilombo, par l'impulsion de son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba, la province du Lualaba est pleinement au travail. Et vous dire que les fils et les filles de cette province sont pleinement engagés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ça veut dire pour produire un rendement qui est attendu par les autorités au niveau national et provincial. Merci beaucoup. Oui, vous parlez du travail ici en province, qu'il y a du travail. Mais oui, à gauche, à droite, il y a ceux-là qui crient haut et fort qu'il n'y a pas de travail. Comment conciliez-vous alors ce travail qu'il y a et que peut-être les gens ne travaillent même pas? Merci beaucoup. Il y a peut-être deux raisons qui font que certains disent qu'il n'y a pas du travail et d'autres disent qu'ils travaillent. Mais bien,
Bien sûr, pour dire que l'on travaille, il faut être employé quelque part. Tout à fait, tout à fait. Il faut avoir postulé, parce qu'il y a une procédure pour être employé dans une Ah voilà, on y arrive. C'est Voilà. ça, c'est la procédure, en fait. Voilà. Il y a une procédure légale. Pour être employé quelque part, on n'entre pas dans une société, vous venez, vous entrez comme dans une porte, comme dans une maison d'habitation. Non. La procédure est telle que lorsque vous voulez être employé quelque part, vous devez postuler. Ok. Il y a les appels d'offres que les employeurs sont censés déposer à l'Office national de l'emploi. On aime. On aime. Lorsque une société veut engager une ou telle autre catégorie de travailleurs, elle dépose les offres d'emploi à l'ONEM. Et c'est l'ONEM qui est la structure étatique. C'est une structure qui emmagasine ou qui constitue une banque de données pour tous les demandeurs d'emploi en République démocratique du Congo. Exact. Et donc, l'entreprise a besoin de telles personnes pour être embauchées, de tels Catégorie, profils par exemple, de personnes oui. qui doivent être embauchées. Elle dépose les offres à l'ONEM. Et l'ONEM affiche ses offres. Et la loi prévoit que ça peut être sur des affiches, comme elle le fait. Ça peut être aux médias, tels que vous êtes là-bas. On lance des appels d'offres dans des médias. Et les gens, déjà ayant une banque de données, elles puisent dans sa banque de données les critères des personnes que l'entreprise veut. Et ensemble, avec l'INPP et l'employeur, on doit organiser des tests. Vous comprenez? Oui. On organise des tests. Et le méritant au test, va être engagé dans une entreprise. Dans ce cas d'espèce, maintenant, quelle est votre intervention? À quel moment vous, direction de travail, vous intervenez? Un correctif d'abord. Nous sommes direction de l'inspection de l'inspection du travail. Il existe une division provinciale de l'emploi et travail qui est ici à Kolwezi. Okay. Nous sommes l'inspection du travail et donc une police pour contrôler l'application des textes légaux, des mesures réglementaires tout à fait. Au sein des entreprises. Tout à fait. D'accord. Tout à Merci fait. beaucoup. Mais à quel moment vous intervenez? L'inspection du travail, dans cette phase-là, il n'y a aucune intervention que nous faisons, parce que c'est une phase purement de recrutement. Là, c'est l'employeur qui manifeste un besoin en personnel et qui offre ses besoins à l'Office national de l'emploi, qui est une banque de données de tous les demandeurs d'emploi en République démocratique du Congo. Et c'est l'ONEM qui puise dans sa banque de données selon les profils ou les critères des personnels que l'employeur veut embaucher, il puise dans sa banque de données. Il peut en puiser autant, mais ces gens-là sont soumis à un test. La raison d'être de l'INPP. Ok. L'ONEM, en collaboration avec l'INPP et l'employeur qui est demandeur, on organise des tests. Les tests peuvent être organisés par l'INPP, ça c'est la structure étatique. Mais ça peut être aussi organisé par l'employeur qui a sollicité, n'est-ce pas, les personnels. On organise les tests et les plus méritants doivent aller occuper le poste. C'est là que je vais souligner un aspect. Il est prohibé les pratiques qui font état d'un recrutement sur base des relations familiales, sur base des affinités. C'est là que vous voyez que par moments, certaines entreprises ont des problèmes. Nous devons transcender cette pratique-là, commencer à recruter les gens qui ont présenté les tests et qui ont réussi valablement au test. Parce qu'à ce titre-là, l'employeur peut espérer avoir un bon rendement, une bonne production. Est-ce que ce n'est pas à cela, au fait, qu'on vous attribue, vous, que ce soit l'inspection, que ce soit l'ONEM, qui a une certaine léthargie ou c'est peut-être quand vous avez les offres, c'est à vos familles que vous attribuez cela? L'inspection du travail n'interfère pas dans la phase de recrutement. En tout cas, à ce titre-là, l'inspection du travail n'interfère pas.
Vous voyez comment la flèche. L'employeur qui a un besoin, il le manifeste en présentant les appels d'offres à l'ONEM. À l'ONEM. L'ONEM, qui a une banque de données, puise dans sa banque de données. Employeur X, vous avez voulu les électriciens, vous avez voulu les ingénieurs civils, vous avez voulu, je ne sais pas moi, les safety ou les DRH. Voilà dans ma banque de données, ceux-là qui s'étaient déjà enregistrés comme chômeurs, qui attendent l'emploi. Les tests sont organisés. Et les plus méritants vont occuper le poste. Là, l'inspection du travail n'interfère pas. N'a rien à voir. Rien du tout. En tout cas, rien du tout. Vous êtes que la police. Nous sommes là pour faire appliquer le code du travail, les mesures d'application, les arrêtés au sein des entreprises. Voilà. En tout cas, amis téléspectateurs, les réponses sont claires, limpides. Et nous sommes en train d'évoluer avec cette émission. Existe-t-il aujourd'hui, à ce jour, un programme provincial spécial pour accompagner les chômeurs dans le travail? Les programmes, c'est des programmes qui sont institués sur le plan étatique. Okay. Je vais m'expliquer. La structure que vous voyez, INPP, Institut national de préparation professionnelle, comme l'indique sa terminologie, hein, comme l'indique le mot, tout celui qui veut être préparé à un métier, il doit être orienté à l'INPP. L'INPP n'est pas une institution seulement pour les gens qui sont déjà engagés dans les entreprises, non. Même les chômeurs. Et ça a été fait à bon escient, ça a été fait d'une manière expresse par le gouvernement congolais de créer ces structures. Ça veut dire, même quelqu'un sans emploi, il peut solliciter une formation auprès de l'INPP. C'est la raison d'être de l'INPP. Vous sollicitez une formation... Une résonance de récupération. Voilà, je m'excuse. Donc, vous sollicitez une formation auprès de l'INPP dans tel ou tel autre domaine. On vous forme. Et quand vous êtes utile, en ce moment-là, lorsqu'il y a les appels d'offres, vous êtes partant pour être éligible et être embauché dans une entreprise. Tout à fait. Mais les gens pensent que l'Institut national de préparation professionnelle, c'est seulement pour les gens qui sont employés déjà dans certaines entreprises. Non. C'est bien sûr que des gens employés et même des gens qui ne sont pas employés, qui veulent être préparés à occuper des fonctions dans des entreprises, surtout dans les métiers. Vous comprenez? Tout à fait. C'est ça la raison d'être de l'INPP. Et au-delà de l'INPP, je pense qu'on a aussi quelques centres privés. Je ne sais pas s'il y en a ici à Kolwezi, mais il y a quand même d'autres centres privés. Là, on peut préparer les gens à occuper des métiers. Mais ce que nous connaissons qui est institué par l'État, c'est l'INPP que nous connaissons. Vous êtes électricien, vous voulez être formé en électricité. Vous voulez être formé en froid, hein, comment on dit, réparation sur le froid. Hein. Le froid, oui. Vous voulez être formé en mécanique générale, en mécanique auto, chauffeur même. Mais l'INPP est ici à côté. Mais les gens ne savent pas que vous pouvez aller solliciter, on peut vous former là-bas et en attendant être embauché dans une entreprise. Donc, à ce jour, nous disons au public que l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, c'est une structure étatique qui reçoit les personnalités de toutes catégories. On forme même les couturiers là-bas, hein. Même les gens qui font l'hôtellerie. Donc, on forme tout le monde. Toute catégorie de personnes peut être formée là-bas. Okay. C'est le mécanisme institué par l'État pour accompagner, ici, en province du Lalaba, toute la province et toute la population sans distinction. Sans distinction. Voilà, nous continuons avec cette émission. Monsieur le directeur, aujourd'hui, la problématique, c'est de savoir quelle est la politique de contrôle mise en place pour lutter contre le travail informel ou non déclaré. Quelle est la politique que vous mettez en place? Je me sens très à l'aise quand vous me posez cette question. Je vais peut-être vous révéler quelque chose, parce que de tous les temps, les gens ont toujours tendance à minimiser le secteur informel. Hein. Tout à fait. Mais tout récemment, nous avons eu une formation ici, avec les inspecteurs et contrôleurs du travail, avec un partenaire IBCR,
qui est une structure étrangère canadienne, financée par le Canada. Et cette structure est venue en appui pour former les inspecteurs, pour qu'ils commencent à intervenir dans le secteur informel. Je vais vous dire ici que le Code du travail de 2002, dans ses innovations, vous allez voir que quand vous lisez l'exposé des motifs, le Code veut que nous puissions commencer aussi à œuvrer dans le secteur informel. Parce que c'est un secteur qui échappe, n'est-ce pas, au contrôle. Et comme je venais de vous le dire, tout dernièrement ici, nous avons formé, ici, il y a 2 ou 3 semaines, je crois, il y a un partenaire qui est venu ici former les inspecteurs pour qu'ils commencent à intervenir dans le secteur informel. Et donc, c'est d'une manière déjà officielle, au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous verrez, dans un futur proche, les inspecteurs commencer à agir dans le secteur informel. Donc, c'est quelque chose qui est déjà à pied d'œuvre. Et le Bureau international du travail met aussi l'accent sur le secteur informel. C'est comme ça que non seulement nous allons rester dans le cadre des entreprises structurées, mais nous serons aussi dans des secteurs informels. Il y a des gens, il y a des enfants qui sont en train d'aller faire le ramassage des minerais sur certains sites. Il y a des enfants qui sont utilisés dans certaines boîtes de nuit, ici, à Kolwezi. Il y a des enfants qui sont utilisés par certaines familles pour aller vendre de l'eau. Les inspecteurs, non seulement de l'eau, donc ces pratiques-là informelles, les inspecteurs vont commencer à intervenir dans ces secteurs-là. Le but, c'est quoi? C'est arriver à socialiser les enfants. Rendre ces enfants utiles, les réinsérer dans la société. C'est ça le but. Donc, vous aurez à vivre dans un futur proche les interventions dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment mis à profit par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme je vous le dis, le Bureau international du travail et même le Code de 2002, si vous lisez dans son exposé des motifs, il a été élargi même dans les œuvres philanthropiques, dans ceux qui œuvrent dans les secteurs informels. Donc c'est bien défini. Et quelle est maintenant la politique que vous mettez en place pour ce contrôle-là? Mais bien sûr, vous savez que ça va être nous serons dans une phase expérimentale. Hein. Ah, ok. Ça n'a jamais eu lieu ici en RDC, mais la loi veut que nous puissions aussi aller dans les secteurs. C'est un secteur qui a été longtemps abandonné. Pourtant, nous devons y intervenir. La politique, c'est quoi? Il faut une certaine méthodologie. Comme je vous l'ai dit, on a montré aux inspecteurs les modes opératoires pour aller intervenir dans ces secteurs-là. Donc, il y a toute une politique là, et c'est une certaine méthodologie qui a été mise à disposition des inspecteurs pour commencer. Vous voyez, c'est un domaine où les gens n'avaient jamais été habitués. Tout à fait. Il faut un tact, il faut le flair pour pouvoir intervenir dans ces secteurs-là. Donc, très bientôt, vous allez vivre, les inspecteurs vont intervenir dans ce domaine-là qui est informel. Et comme je vous l'ai dit, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à socialiser les enfants, les rendre utiles à la société, les réinsérer dans la société. Okay. Dans différentes entreprises, par exemple ici à Kolwezi, dans le Lualaba, que fait la direction pour garantir les droits de travail? Alors vous me ramenez aux missions qui sont dévolues à l'inspection. Oui, parce qu'il y a plusieurs entreprises et ça et là, à gauche, à droite, des fois il y a des grèves parce qu'on n'a pas garanti les droits des travailleurs. Je vais vous dire quelque chose. Ici, en République démocratique du Congo, il y a des textes qui sont mis à disposition des acteurs du monde du travail. Quand je parle des textes, nous avons le Code du travail. Oui. Nous avons les mesures d'application, les arrêtés. Est-ce que vous êtes informé que en 2023, ici,
on a organisé les élections syndicales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans les entreprises de toute nature. Vous êtes informés? Ah, vous nous informez, en tout cas. Oui. Oui. Il y a eu des arrêtés 086, il y a la note circulaire numéro 12 de 2023 qui ont porté organisation des élections syndicales dans la République démocratique Du Congo en entièreté. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Les soucis, c'était quoi? Le législateur, le gouvernement congolais, a voulu qu'il y ait des représentations ou des élections syndicales. Pourquoi ces élections syndicales? Vous avez parlé d'amélioration des conditions du travail. Oui. Nous améliorons. L'inspecteur du travail, est-ce qu'il améliore les conditions? Il y a la délégation syndicale qui est élue dans les entreprises. C'est elle qui doit négocier les bonnes conventions collectives avec l'employeur. C'est ça le rôle du banc syndical dans une entreprise. Dans une entreprise, exact. Et c'est même la raison d'être d'organisation de ces élections-là. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez fait les élections syndicales, il y a des délégués en qui les travailleurs ont placé leur confiance. Leur mandat, leur rôle, c'est quoi? C'est de négocier des bonnes conventions collectives. Tout ce que vous voyez sur la ville ici, au transport des bus, on ne mange pas bien dans les entreprises, on ne donne pas la farine. Ce n'est pas l'inspecteur qui vient négocier à lieu et place des travailleurs. Non. Non, quand vous vous mettez d'accord, la convention collective, une fois négociée, elle fait office de loi. Elle lie les parties, n'est-ce pas? Oui. Nous, quand nous venons, nous voyons ce qui est légal. Ce qui n'est pas prévu par la loi, elle est négociée par les bancs syndicales. Vous comprenez? La scolarité. Il n'y a pas une certaine pression de vous, inspection, par rapport aux syndicats? Mais oui, nous devons le faire. Ce que nous devons faire d'abord, c'est que nous devons veiller à ce que toutes les entreprises puissent organiser les élections, parce que de l'organisation de ces élections va découler des bonnes négociations, des conventions collectives. Et quand nous venons, nous contrôlons maintenant. C'est quoi le problème que vous avez? Les grèves qu'il y a ici. Si toutes les entreprises peuvent organiser les élections, si les bancs syndicales, les employeurs aussi peuvent recevoir les bancs syndicales pour négocier les conditions, sur les conditions générales des travailleurs, je crois qu'il n'y aurait aucun problème. Nous devons aider le président de la République. Nous devons aider la maman gouverneure en province à ce qu'il y ait la paix sociale. C'est même ça le but. Lorsqu'on organise les élections, lorsqu'on met les syndicats. Les syndicats, le but c'est quoi? C'est d'instaurer la négociation. La négociation. Le dialogue social, voilà le mot qu'il faut. C'est d'instaurer le dialogue social au sein des entreprises. Et c'est par le dialogue qu'on peut obtenir tout ce que les travailleurs peuvent réclamer. Avant même qu'ils réclament, mais ils viennent avec leur cahier de charges auprès des employeurs. Nous voulons qu'il y ait des soins médicaux, nous voulons qu'il y ait la farine, nous voulons les transports, nous voulons... Tout ça, ça doit être contenu dans la convention collective. Dans la convention collective. En tout cas, ça, il faut le faire avec... Et là, nous faisons appel, je ne vous coupe pas la parole. Allez-y. Nous faisons appel. Par moment, nous trouvons des entreprises où il y a eu élection syndicale. Mais le dialogue social n'est pas installé. Hein? Une barrière du côté de l'employeur qui ne veut pas recevoir les doléances, qui ne veut pas recevoir les desiderata des travailleurs au travers de la courroie de transmission qui est la délégation syndicale. Non. Les choses ont évolué. Souvent et généralement, oui. Vous le savez, ce n'est pas un secret, souvent les délégations syndicales, on les taxe d'être corrompues par l'employeur. Vous êtes de cet avis? L'employeur qui taxe une délégation d'être corrompu? Non, les travailleurs. Les employés. Les employés qui taxent leur délégation syndicale d'être corrompus, souvent, généralement. Je sais pertinemment bien que c'est une mission très délicate. Vous savez, la mission des délégations, des délégués syndicaux dans une entreprise, c'est une mission très délicate. Pourquoi je dis ça?
Ce n'est pas facile, lorsque les travailleurs vous amènent les doléances, de les faire porter à l'employeur et que l'employeur les accepte aussi facilement. Vous comprenez? Exact. C'est pour cela que nous parlons, nous insistons sur le dialogue social qui doit être installé dans les entreprises. Dans les entreprises. Vous comprenez? Vous donnez des doléances à un délégué syndical. Il va devant l'employeur, peut-être il trouve un employeur rigide. Vous pensez que ça sera une tâche facile? Mettez-vous à la place du... Est-ce que ça va être une tâche facile? Et c'est dans ce temps-là, tellement que ça prend du temps, pour faire accepter les doléances que les délégués ont portées vers l'employeur. C'est temps-là que ça prend. Par moment, vous avez des travailleurs qui sont impatients, qui traitent les délégués les autres d'être corrompus. Alors que peut-être la bonne intention, elle est là. Et nous avons aussi des employeurs qui sont ouverts au dialogue social, beaucoup ici. Hein? Nous devons le reconnaître. Il y a aussi de ces employeurs-là, lorsque la délégation vient avec les doléances, les portes sont grandement ouvertes. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? L'employeur, tout comme le délégué syndical, il a l'oreille, il écoute ceux-là qui l'ont élu. Vous comprenez? Les syndiqués. Tout à fait. Il doit avoir l'écoute. Il recueille les doléances. L'employeur, de la même manière, nous demandons aux employeurs de développer aussi l'écoute. Lorsque la délégation syndicale vient avec des problèmes qu'elle a transportés des travailleurs, écoutez, même quand vous n'avez pas une solution immédiate. Mais écoutez la délégation syndicale, promettez, non, par rapport à ce que vous nous avez présenté comme cahier de charges, comme doléances des travailleurs. Dans l'immédiat, nous pouvons résoudre à telle question, mais accordez-nous le temps. Dans un futur proche, nous pouvons aussi examiner comment nous pouvons résoudre à telle ou telle autre question. Le problème, c'est quoi? Quand la délégation vient, elle est butée à une barrière, elle n'a pas une réponse à ramener à la base, c'est là que le problème naît. Nous demandons aux employeurs d'ouvrir les portes. À une question sociale, il y a une réponse sociale. Il faut ouvrir les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes à la délégation syndicale. Quand elle vient, même si le problème que la délégation pose semble être compliqué. C'est comme un parent à la maison. Oui. Un enfant peut vous dire aujourd'hui, papa, amenez-moi un bonbon. Ok. Vous amenez. Si vous avez l'argent, vous allez amener un bonbon, n'est-ce pas? Oui. Demain, l'enfant vous dit, papa, vous allez me payer un avion. Hein? C'est l'avion réel ici. Est-ce que c'est l'avion qu'on voit voler dans l'air ici? Mais un parent responsable, l'enfant a demandé l'avion, je trouve même un jouet d'avion. Pour ne pas être impopulaire devant l'enfant, je trouve même un petit avion en plastique fabriqué. Tu m'as demandé l'avion, voilà un petit avion. Voilà. Vous voyez, c'est qu'un parent responsable ou un employé responsable essaie de répondre tant soit peu. Quel que soit mais que les bancs syndicaux ou que les travailleurs comprennent que mais quand nous posons un problème, l'employeur répond quand même. Il y a l'écoute. Voilà, en tout cas, nous cheminons vers la fin de notre entretien dans cette émission. Je vous rappelle, magazine Enquête. Aujourd'hui, elle est vraiment spéciale parce que nous parlons du travail, de la prévoyance sociale, et les travailleurs, les employés, employeurs, ainsi que pour que tout le monde puisse arriver à comprendre au moins les mécanismes, comment comment ça se fait, comment fonctionne le rouage du travail. Ici, en République démocratique du Congo, prévoyance sociale, c'est un concept aussi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la prévoyance sociale et quels sont les critères d'éligibilité par rapport à ceux qui peuvent bénéficier de la prévoyance sociale? J'aimerais d'abord lever l'équivoque. Un petit correctif. À ce jour, le ministère, il est ministère de l'Emploi et Travail. Emploi et Travail. La prévoyance sociale a été ponctionnée, elle a été annexée au ministère de la Santé. Raison pour laquelle je ne voudrais pas m'y atteler longtemps, parce qu'autrement je risque de répondre en lieu et place
de celui qui devait répondre. Tout à fait. Mais de ce que nous savons, je crois que vous suivez le programme du gouvernement, la santé universelle pour tous. OK. Il y a bien d'actions qui sont mises en place par le gouvernement pour la couverture en soins pour tous. Ce sont des actions. On veut prévenir non seulement les acteurs, les travailleurs dans le monde du travail, mais là, ça englobe toute la population de la République démocratique du Congo pour que les gens soient couverts en santé pour tous. Tout à fait. La prévoyance sociale, il y a des gens, vous avez parlé de l'éligibilité, il y a des gens qui doivent aller en retraite, n'est-ce pas? C'est là qui doivent aller en retraite. Comment ils vont vivre après leur retraite? Après leur retraite. Qu'est-ce qui intervient après leur retraite? C'est la prévoyance qui s'en charge avec la CNSS. Vous comprenez? Quelqu'un qui a contribué plusieurs années à la CNSS et il a donné le meilleur de lui-même dans les vieux jours, il est retraité. C'est la prévoyance qui doit s'en occuper et la CNSS. C'est pour cela que je vous ai dit, à ce jour, le ministère de l'Emploi et du Travail, il a été ponctionné d'une des branches. La prévoyance est partie du côté de la santé. Je ne voudrais pas répondre en lieu et place des animateurs. Exact, exact, Merci exact. beaucoup. En tout cas, nous poursuivons notre bonhomme de chemin dans cette émission. Si on doit revenir, hormis les politiques mises en place par rapport aux entreprises informelles, mais on aimerait savoir au moins, il y a quand même des sanctions à infliger aux entreprises qui ne respectent pas les normes sociales de travail. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir comment... Bien sûr, bien sûr. Les sanctions sont contenues dans le Code du travail. C'est contenu dans le Code du travail. Pour tel employeur qui n'a pas fait ça, la sanction qui est réservée, c'est ça. Ce que nous appelons, nous, les amendes transactionnelles. OK. C'est prévu par le Code du travail. Et même par... certains arrêtés. C'est prévu. Donc, nous, en tant que police, lorsque nous allons contrôler la régularité de l'application des textes légaux, là, je vais venir, je crois, quand vous aviez abordé la question, à un certain moment, je vous dis, vous voulez entrer dans l'émission de l'inspection du travail. C'est quoi l'émission de l'inspection du travail? L'inspection ou l'inspecteur du travail, quelle mission? La première mission, c'est concilier. Lorsque quelqu'un a été lésé dans une entreprise par l'employeur, ça peut être vice-versa. Un employeur qui a été lésé par un travailleur, quelle est la structure qui gère les conflits, les différends dans le monde du travail? C'est l'inspection générale du travail. Toute personne qui est lésée dans une entreprise, elle doit s'adresser en premier lieu, ça j'insiste. En premier lieu, pour une question du travail, on s'adresse à l'inspection générale du travail. On ne s'adresse pas directement au parquet. On ne s'adresse pas à la police. Pour une question du travail, j'insiste. Vous avez été lésé dans le monde du travail, vous vous adressez d'abord à l'inspection générale du travail. C'est l'organe attitré pour régler les litiges du travail. Donc, régler les conflits du travail. La deuxième mission, c'est quoi? Le contrôle. Nous allons faire appliquer, comme je vous l'ai dit, les textes légaux. Voyez. La loi dit ça, nous entrons dans votre entreprise. Est-ce que les travailleurs ont signé les contrats de travail? Est-ce que les travailleurs ils sont couverts par les soins médicaux? Est-ce que les travailleurs y partent en congé? Est-ce que les travailleurs sont bien classifiés? Est-ce que vous faites bien la classification des emplois? Parce que même pour payer les travailleurs, il faut une bonne classification des emplois. Il faut que la personne sache que j'ai été engagé dans telle catégorie. Vous comprenez? Oui. Et nous allons veiller à ça. Il y a tout un tas de matières là que nous contrôlons. Lorsque vous ne respectez pas ça, nous devons sanctionner. Sanctionner, oui, effectivement. Vous comprenez? Donc, nous sommes là pour concilier
Nous sommes là pour arbitrer les litiges. Nous sommes là pour contrôler. Et nous sommes là pour donner aussi les conseils. Je résume la mission de l'inspection. De l'inspection. Donc, donner aussi les conseils. Vous trouvez un employeur qui vient d'ouvrir un établissement il y a un jour, un mois, qui n'a jamais été contrôlé. Vous, inspecteur qui descendez, vous allez faire quoi? C'est directement le bâton? Non. Prodiguer des conseils. L'inspecteur du travail, il est comme les bergers au Moyen-Orient. Il a deux choses en main. Il a le bâton et la houlette. Celui-là qui n'a pas bien fait les choses, on utilise la houlette pour le faire rentrer sur le droit chemin. Mais celui qui a déjà été contrôlé plusieurs fois, qui ne veut pas se corriger, nous utilisons le bâton pour frapper. C'est les sanctions auxquelles vous faites allusion. Auxquelles on fait allusion. En tout cas, vraiment, merci beaucoup de votre franc-parler. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, mais je m'en voudrais de ne pas vous avoir posé cette question du message que vous pouvez lancer aux entreprises qui hésitent encore surtout à normaliser avec les contrats de travail des employeurs. Parce que ça pose toujours problème, ça. Merci pour la question. Au début, vous m'avez demandé comment on engage les travailleurs. Je vous ai donné la procédure. Exact. Il y a le besoin qui se fait sentir auprès de la société, d'une entreprise. Ce besoin est exprimé sous forme d'appel d'offres, que nous appelons les offres d'emploi, qu'on dépose à l'ONEM. Les gens sont sélectionnés. Ils ont passé les tests soit par l'INPP, soit par l'entreprise. Ils ont été engagés. Aussitôt engagés, mais c'est quoi qui attend? Vous devez signer le contrat. Mais même dans la vie de tous les jours, même dans la vie de tous les jours, vous ramassez un maçon, vous ramassez quelqu'un qui vous demande de vous aider dans un travail. La moindre des choses, c'est de vous entendre d'abord sur ce que seront les modalités, soit paiement, soit conditions même de travail. Tout à fait. Mais ici, dans le monde du travail, ces arrangements-là, c'est par quel document que ça s'est fait? C'est par le contrat du travail. Donc, tout ce qui va vous lier comme rapport, obligation, ça doit être contenu dans le code du travail. Vous ne devez pas prendre quelqu'un aujourd'hui, venez travailler, il ne connaît pas, il va commencer à toucher combien? Il ne connaît pas, il va commencer à prester pendant combien d'heures? Il ne connaît pas, est-ce que la couverture des soins sera comment? Parce que c'est une exigence légale aussi. Il ne connaît pas. Vous devez vous convenir. Et ces documents-là par lesquels on se convient, ça s'appelle contrat de travail. Voilà ce que moi, employeur, je veux. Je veux que vous puissiez vous présenter dans mon travail à 8 heures. Vous ne devrez pas vous absenter. Au-delà de autant de jours, vous vous absentez, on se sépare. Et voilà comment je vais commencer à vous payer. Le salaire doit être défini dans le contrat. Les problèmes résident où? Oui, c'est une question pertinente. Tout à fait. Vous prenez quelqu'un, il ne connaît pas combien vous allez commencer à lui payer. Il ne connaît pas les enjeux, ce que va être les prestations qu'il vous vend, et en contrepartie, ce que vous devez lui donner. Il ne connaît pas. Vous l'avez déjà utilisé, après un mois, vous payez, vous le surprenez là, venez au bureau, non, prenez ce que je vous paye. Ça pose pas mal de problèmes. Nous faisons un appel aux employeurs. Aussitôt que vous engagez les travailleurs, vous devez signer le contrat de travail. Et la personne... Obligatoire. C'est une obligation légale. Et le travailleur doit prendre connaissance des clauses qui sont dans le contrat du travail. Il doit les lire. S'il est d'avis, il continue à prester. S'il n'est pas d'avis, selon les clauses que vous avez mises dans le contrat, il peut vous dire non, je ne saurais pas répondre à tel point, alors là, je m'en vais. Tout à fait. Vous comprenez? Et nous trouvons ici des employeurs, ils font signer le contrat de travail aux travailleurs, mais ils prennent le contrat et le cachent. Non! Mais c'est quoi? C'est un contrat, non? Chacun doit garder une copie, non? Ok. C'est comme quand nous faisons le contrat de bail ici. Hein? Oui. J'ai signé un contrat de bail ici. Je garde une copie, non? Et le bailleur ou la bailleresse garde une copie.
De la même manière, le contrat de travail, la copie doit être retournée aussi aux bénéficiaires, donc aux travailleurs. Il doit avoir, c'est ce qui prouve qu'il est employé dans votre société. Et cette question, vous permettez? Je vous en prie. Nous avons pas mal de difficultés lorsqu'un travailleur est éjecté dans une entreprise. Il est licencié, il vient nous saisir. Quand on demande à l'employeur, venez avec tous les dossiers complets du travailleur, il s'amène sans contrat. Qui organise le travail? C'est l'employeur qui organise le travail, non? Oui. C'est vous qui devez venir avec les dossiers de la personne que vous avez licenciée. Il a été engagé. C'est sur le contrat qu'on va voir la date d'engagement, n'est-ce pas? La rémunération qu'il touchait. Là, nous allons même plus loin pour demander les derniers bulletins, pour voir ce qu'il touchait, dans quelle catégorie. Parce que quelqu'un peut être embauché aujourd'hui à telle catégorie, mais au fur et à mesure, il peut connaître une promotion au sein de la même entreprise. Ça veut dire que la catégorie peut changer. Vous comprenez? Exact. Mais les documents principaux qui nous montrent que la personne a été liée par un lien contractuel, permettez la tautologie, c'est le contrat de travail. Et on nous met en mal par moment, l'employeur vient, il n'y a jamais eu de contrat. C'est devant nous que nous commençons à vivre le spectacle. Il a été engagé quand l'employeur vous dit, par exemple en 2023, le travailleur dit non, c'est en 2018. Qui doit organiser le travail? Nous demandons aux employeurs d'organiser le travail. Lorsque vous engagez un travailleur, vous lui faites signer le contrat. En 48 heures, signez le contrat de travail. Il a connaissance qu'ici on m'a engagé, je vais commencer à toucher tel salaire. Par rapport à l'heure d'arrivée, je dois commencer à arriver au travail à telle heure, la sortie c'est à telle heure. Exact. Donc, tout ce qui vous lie là doit être contenu dans le contrat du travail. Au-delà du règlement d'entreprise, bien sûr, aussi qui doit exister, là on doit mettre tout ce qui doit régir comme rapport, comme le règlement, c'est comme quelque chose qui vous lie. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Vous voyez. Donc, le contrat est très capital. Nous faisons un appel à tous les employeurs. Vous engagez un travailleur, 48 heures après, signez un contrat de travail. Ça vous couvre en cas de besoin. Les jours où vous vous séparez, c'est une preuve. On lit dans le contrat date de début, date. Je vous assure que nous vivons des scénarios incroyables. Le travailleur ne connaît pas quand est-ce qu'il a été engagé. Celui qui est censé organiser le travail, l'employeur, il n'a jamais signé un contrat. C'est devant nous, oh, c'est en 2013 que j'ai été engagé. L'autre dit non, 2012. Et là, nous allons nous considérer quoi? Nous faisons foi aux déclarations de la partie la plus diligente, économiquement faible. Défaut par vous, employeur, de ne pas organiser le travail. Comprenez. En tout cas, merci amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission et là, nous donnons une minute à notre invité de donner son dernier mot par rapport à notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous m'avez pris à pied levé. Comme toujours. Comme toujours, mais d'une façon ramassée, je crois que nous avons essayé de répondre à tout ce qui a été comme attente à vos questions. Mais nous disons au monde du travail, aux employeurs, comme je venais de le dire, l'inspection du travail est là pour accompagner les acteurs du monde du travail. Dans sa mission régalienne qui est le contrôle, et ici j'insiste, dans le domaine du travail, le contrôle ne s'effectue que par les inspecteurs et contrôleurs du travail. Il n'y a pas un autre service qui peut interférer dans ça. Les compétences sont d'attribution. Et donc, quelqu'un qui vient vous contrôler dans l'entreprise, vous devez vous rassurer qu'il est inspecteur ou contrôleur du travail et il est muni d'un ordre des services signé par les officiels que nous sommes. Et ici en province, je suis le directeur provincial de l'inspection du travail et il y a aussi un inspecteur urbain qui a aussi une entité. Il y a aussi un inspecteur principal à Kassaji. Donc vous devez vous rassurer que les personnels que vous recevez, ils sont munis d'un ordre de mission officiel des autorités que nous sommes. Vous avez un problème lié à la question du travail. Les services attitrés, là, vous devez déposer vos plaintes. C'est l'inspection du travail.
avant d'aller au tribunal du travail, avant d'aller où que ce soit, vous devez venir. Parce que chez nous, il y a un document qui va sanctionner l'arbitrage. C'est soit par un procès verbal de conciliation, quand vous vous entendez, soit par un procès verbal de non-conciliation, lorsque vous ne vous entendez pas, ou de carence. Et là, la personne, lorsqu'il y a ce procès verbal de carence ou de non-conciliation, vous saisissez quelle structure? C'est le tribunal du travail que vous saisissez. Donc, nous devons essayer un peu de mettre de l'ordre. Et pour clôturer, nous devons prêter main forte aux autorités qui nous ont mandatés. Je cite ici le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Antoine Félix Tshilombo, notre ministre national Massamba, maman gouverneur de la province du Lualaba, qui veut qu'il y ait aussi la paix sociale dans son entité, dans cette province. Surtout ça. Maman Fifi Masuka Saïni. Nous devons leur prêter main forte. Vous, acteurs du monde du travail, je parle des employeurs, je parle des banques syndicales, je parle de nos services étatiques, nous devons œuvrer en sorte qu'il y ait la paix sociale dans les entreprises. Et il ne peut y avoir la paix sociale que lorsqu'il y a de bonnes négociations, des conventions collectives. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur, de nous avoir reçus. Et amis téléspectateurs, ça n'est fini avec cette émission. Comme vous le savez, nous étions en train de parler sur le travail, le monde du travail, pour que les uns et les autres arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est le travail, quelles sont les conditions, comment être dans ce milieu, dans ce rouage-là du travail. En tout cas, vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers le monde, à la radio, à la télé, ainsi que les réseaux sociaux. Nous vous disons encore une fois, merci. Le rendez-vous est pris, mais nous remercions Patrick Issala qui nous a réalisé dans cette émission, avec qui nous cheminons toujours avec cette émission, ce magazine Enquête. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro de Enquête Magazine. Bye bye, au revoir chez vous.